Bonjour, je m'appelle Florent Pouponneau, je suis enseignant-chercheur à Sciences Po, en sciences politiques, et je vais vous présenter un ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec deux collègues, Grégory Daho et Johanna Siméon Germanos. L'ouvrage s'intitule « Entrée en guerre au Mali, lutte politique et bureaucratique autour de l'intervention française ». Alors la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est issu d'un atelier de recherche qui s'est déroulé pendant 3 ans à l'École normale supérieure. Et donc cet ouvrage a permis un apprentissage de la recherche en actes pour les étudiants et étudiantes impliqués. Je crois que les mots importants sont déjà dans le titre. Alors en jouant avec les mots, je vais plutôt vous donner 3 mots, MAUX, 3 mots de l'analyse de la politique internationale qu'on a essayé de dépasser dans le sillage de tout un ensemble de travaux en sociologie politique. D'abord, le comportement de l'État sur la scène internationale ne s'explique pas en termes d'intérêt national. Ensuite, il est simpliste d'essayer de comprendre la politique étrangère en se référant aux seules intentions ou préférences du chef de l'État. Et enfin, les grands événements internationaux ne s'expliquent pas forcément par des grandes causes. Alors dans ce livre, on cherche à expliquer comment le gouvernement français a été amené à envoyer 5000 soldats au Mali en janvier 2013 pour combattre des groupes armés dits terroristes. On part du principe que la politique étrangère est une action publique comme les autres. L'entrée en guerre est donc loin d'être la simple réponse à un problème de terrorisme. Cette entrée en guerre est donc le résultat d'une multitude de luttes entre une pluralité d'acteurs, des diplomates, des militaires, des responsables politiques, des acteurs qui ont des visions différentes du problème et des solutions, mais qui ont aussi des intérêts, des ressources et des contraintes contrastées. À rebours de l'idée d'une décision rationnelle, mûrement réfléchie, on montre que l'entrée en guerre est faite d'hésitation, d'incertitude, de bricolage et de compromis qui ne satisfont véritablement personne. Par ailleurs, en soulignant le poids des militaires dans les jeux bureaucratiques observés, on inscrit ces jeux bureaucratiques dans l'histoire longue des interventions militaires de la France en Afrique. La France est le pays qui a fait le plus la guerre en Afrique. Par ailleurs, même si notre ouvrage se focalise sur ce qui se passe à l'intérieur de l'État, on suggère que cette entrée en guerre au Mali est aussi liée à la position de la France dans l'espace international. On rappelle ainsi une fameuse citation d'un ancien ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing qui dit en substance que l'Afrique est le seul continent encore à la mesure de la France, à la portée des moyens de la France. Le seul où elle peut encore, avec 500 hommes, changer le cours de l'histoire. Alors je crois que l'un des messages de ce livre, c'est qu'il faut refuser tout défaitisme méthodologique dans l'analyse des relations internationales. Expliquer la politique étrangère implique de suivre au plus près les acteurs et leurs pratiques, de cerner les systèmes de contraintes qui pèsent sur eux. Par exemple, dans ce livre, on s'intéresse à ce qui se joue dans le Conseil de défense restreint. On s'intéresse au rôle et à la carrière du chef d'état-major particulier du président. On pointe les tensions qui existent entre le cabinet du ministre de la Défense et certains généraux. On souligne la marginalisation des diplomates et la transformation des relations entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. On s'intéresse aussi aux contraintes qui pèsent sur le travail des parlementaires et des journalistes pour montrer que l'opinion publique n'est pas véritablement une contrainte pour le gouvernement. Ce type de travail devrait être banal, mais il est rarement mis en œuvre dans le domaine de la politique internationale en raison des difficultés d'accès au terrain. Notre livre montre que ces difficultés sont bien réelles, mais qu'elles sont loin d'être insurmontables. Il est par exemple possible d'apprendre beaucoup de choses par une analyse critique des sources ouvertes, même impures. Il est possible aussi de réaliser de nombreux et fructueux entretiens avec les acteurs. Enfin, il est possible, avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, d'obtenir des archives publiques classifiées, des archives personnelles. Et je crois que ce travail est important parce que, en s'intéressant à des univers sociaux peu explorés par les sciences sociales, on peut mieux comprendre le fonctionnement et le pouvoir de l'État et aussi revisiter des questions classiques de la science politique. Alors je vais vous lire quelques lignes de ce livre, tiré du premier chapitre qui propose une approche non décisionniste de la décision, qui souligne
les limites de la domination du président dans les processus de décision en pointant les contraintes bureaucratiques qui pèsent sur lui. Donc je vais vous lire les premières lignes de l'introduction et les premières lignes de la conclusion. C'est un lieu commun en France, sous la Ve République, de considérer que les interventions militaires sont décidées par le président de la République. Lorsque le président François Hollande annonce, le 11 janvier 2013, les premières actions des forces armées françaises au Mali, ou lorsqu'il célèbre moins d'un mois plus tard à Bamako le succès de l'intervention, c'est en mettant en scène une décision personnelle. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali. J'ai pris une décision grave, le 10 janvier, d'engager les soldats français avec les soldats maliens. Cette manière ordinaire de réduire la politique internationale de l'État à l'action calculée d'un seul homme est reprise par le Premier ministre, le ministre de la Défense ou encore celui des Affaires étrangères. La main du président Hollande n'a pas tremblé. Nous nous sommes réunis et nous avons réfléchi ensemble, le président, le Premier ministre, le ministre de la Défense, moi-même, et le président a pris la décision. Cela a pris 24 heures. Et ce type d'interprétation est aussi reprise par nombre de journalistes et de commentateurs. Il s'avère que le processus de décision ayant conduit la France à intervenir militairement au Mali est incontestablement dominé par le président de la République et son entourage, en particulier militaire, qui bénéficie d'une concentration extraordinaire de pouvoir et d'alliés puissants au sein de l'État. Mais, loin de résulter seulement des préférences et intérêts du chef de l'État, l'entrée en guerre est pour une large part un sous-produit organisationnel. La politique menée dépend fortement d'un ensemble de processus, de procédures, de programmes d'action ou encore de ressources déjà là, à l'intérieur du ministère de la Défense et largement indépendants des volontés politiques. Ces contraintes bureaucratiques déterminent l'information, incomplète et déformée, que reçoit le président sur la situation malienne, les options qui lui sont ouvertes, en nombre restreint, et ce que réalise ou met en œuvre l'armée, de manière non nécessairement ajustée à la situation spécifique. Ces contraintes bureaucratiques rendent pensable et réalisable l'intervention, en bornant ce qu'il est possible de penser et de faire. En somme, l'analyse confirme que même dans un domaine d'intervention où sont réputés demeurer encore quelque chose comme la décision et la capacité des gouvernants à agir sur le cours des choses, l'État ne marche pas comme un seul homme et le président endosse un processus qu'il n'a pas contrôlé entièrement, voire qui s'est développé malgré lui. Loin d'une décision personnelle du chef de l'État, l'intervention au Mali résulte d'une intensification des interactions et d'une convergence ponctuelle des intérêts entre des agents et des agences bureaucratiques qui fabriquent au quotidien l'action extérieure de la France, pour laquelle l'autorisation présidentielle est certes requise, du fait de l'ordonnancement institutionnel, mais comme autorisation purement formelle.